Donc vous êtes directeur général de Matrice, qui est l'un des acteurs du labor IA Explorer. Alors je vais pas davantage expliquer ce que c'est. Je vous laisse d'entrée de jeu nous expliquer plutôt où se situe Matrice et ce qu'est labor IA. Merci, bonjour à tous et merci aux intervenants précédents. C'était très intéressant et j'ai trouvé en tout cas... moi, je suis pas un spécialiste de l'assurance et là, en plus, vous me confiez la tâche difficile d'être le dernier intervenant, qu'il y a un niveau de discussion, en tout cas, qu'on ne trouve pas dans toutes les branches. Donc, je voulais le dire au passage, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion d'explorer d'autres branches au quotidien. Matrice, c'est un objet un peu particulier, un peu étrange. Nous, on se définit comme un centre d'innovation et on s'est donné pour mission d'essayer d'inventer, de penser des modèles qui soient soutenables pour les 30 prochaines années. Soutenable dans quel sens? Dans un sens à la fois de la soutenabilité environnementale, mais aussi sur des questions de justice sociale. Et finalement, la question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité d'interroger les effets de la technologie sur la société, d'interroger les sous-jacents aussi de nos modèles de fonctionnement et qui sont souvent basés sur des logiques d'une ère qui est en fait industrielle, alors qu'en réalité on est passé pleinement dans une ère numérique, mais nos systèmes n'ont pas toujours évolué, et donc c'est ça que l'on essaye de faire et que l'on a fait au travers de ce Laboria, dont on est effectivement l'opérateur pour le ministère du Travail et INRIA. Merci, oui, ministère du Travail et l'INRIA, quand même, qui est pas la moindre des références. Alors, vous venez de publier une étude, alors, je crois que c'était le 17 mai dernier, si je ne m'abuse, sur les impacts de l'IA sur le travail. Alors, bien évidemment, l'étude est téléchargeable depuis le site de l'Observatoire, et à l'intérieur du baromètre, on a donné tous les liens pour pouvoir y accéder. Quels étaient les objectifs et la méthode de cette étude ? Alors, le Laboria, c'est un objet de recherche-action qui est un peu antérieur en fait à l'avènement des IAG. On a commencé à travailler sur le sujet en 2021. Et l'ambition, c'était de dire, il y a plein d'études, Michel en a présenté quelques-unes, sur les impacts sur l'emploi. Il y en a très peu qui vont regarder le travail. Et en réalité, ces études sur l'emploi, c'est assez amusant. Si vous regardez les 15 dernières années sur les évaluations de l'impact de l'IA sur le travail, il y en a qui vous disent... c'est 23%, et puis après c'est 40%, et puis après c'est 9%. Et en fait, on s'est rendu compte que la méthode qui était utilisée, elle était assez éloignée en réalité du travail, et donc au plus près de la situation de travail, et qu'elle regardait beaucoup les tâches. Et de savoir si ces tâches, elles demandaient de l'adaptabilité, de la flexibilité, de la résolution de problèmes, des relations humaines, parmi les exemples qu'a cité Michel. Donc nous, on a cherché à aller voir au plus près du travail, donc avec des méthodes empruntées à la sociologie, empruntées aux sciences humaines de manière plus générale, aux sciences de gestion, d'aller regarder dans une logique à la fois monographique de différents cas d'entreprise et à la fois aussi longitudinale. Donc on a aussi interviewé des dirigeants et des pilotes de projets IA plusieurs fois régulièrement sur une période de temps à différents stades du projet pour essayer d'en tirer des analyses et des conclusions qu'on pouvait généraliser. Et alors, le rapport s'organise autour de 9 chapitres thématiques avec des recommandations pour une IA capacitante. Alors, il y a une matière là qui est extrêmement riche pour réfléchir sur les expérimentations et les démarches en cours dans les entreprises, ce que l'on fait également de notre côté dans les entreprises de notre branche. Ou ce qu'elles font, ou ce qu'elles s'engagent à entreprendre. Alors, on ne fera pas le tour de tout, bien évidemment, cet après-midi. Là encore, on est un peu dans l'idée de faire du teasing, parce que cette étude est vraiment extraordinaire. Donc, si on reprend les deux, elle est rare, enfin, faut le dire, elle est rare et elle pose davantage de questions. Je reviens toujours, l'intelligence se nourrit de questions, et donc elle va chercher justement quelles sont les bonnes questions à se poser pour aborder cette thématique-là. Je pense que c'est sans doute, il me semble que c'est ce qui ressort de différents échanges de cet après-midi. Et donc, si on regarde, alors pas tous les chapitres, mais pour commencer sur le chapitre 1, il est intitulé « Au-delà de l'usage, la complexité inattendue du travail d'intégration des SIA par l'activité du travail ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par travail d'intégration des SIA ? Ouais. Alors, je pense qu'en fait, il y a des éléments qui ont déjà été dits par les intervenants précédents, mais quand vous venez amener une technologie telle que les IA, et on parlait même pas d'IA générative à l'époque. Donc, en fait, en réalité, vous venez modifier substantiellement le processus de travail. On a pas mal parlé de modification des compétences, de formation. Moi, je pense que les modifications qu'il faut accompagner le plus, c'est en réalité les processus de travail qui vont évoluer à des cycles encore plus rapides qu'ils n'évoluent aujourd'hui.
quand on parle d'IA générative, on est sur des outils où l'interface que vous avez avec l'outil, vous parlez en langage naturel. Donc la dimension de formation par rapport à des logiciels métiers sur lesquels il y a un coût d'entrée, un coût d'apprentissage, ou la bascule d'un système d'IA générative à un autre, vous utilisez à un moment Copilot ou ChatGPT ou Midjourney en fonction d'usages différents, vous interagissez avec une même logique, une même logique cognitive en tout cas dans l'interaction. Et donc ce qu'on disait là-dessus, c'était l'idée de dire, si on découpe en tâches le travail, on va en supprimer une, on va en augmenter une, ça semble facile. En réalité, il y a un exercice que je fais faire souvent, malheureusement on n'aura pas le temps de le faire, mais si vous essayez de faire d'écrire les consignes pour quelqu'un et de lui dire comment est-ce qu'on fait des lacets, de décrire ce protocole-là, en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et si vous me donnez ces consignes-là et que je les suis à la lettre, je n'ai pas de lacets aujourd'hui, mais sinon, il y a fort à parier que je me serais cassé la gueule en partant. Parce qu'en réalité, décrire le travail et encoder finalement tout le processus et ce qu'est le travail réel, c'est très difficile parce que finalement, quand on travaille, on trouvaille aussi et on adapte ce qu'on fait pour faire du bon travail. Et donc, c'était tout l'enjeu, c'était de dire, c'est pas si simple, c'est pour ça que les études se plantent souvent, très humblement. On se plante aussi sans doute sur plein de choses et on verra parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure. En réalité, il y a des choses, on ne sait pas. Et si je reprends des choses que je racontais il y a 5 ans sur l'IA, je racontais plein de bêtises et donc peut-être qu'aujourd'hui j'en raconte plein encore. En revanche, c'était cette idée d'humilité aussi, d'aller voir au plus près comment ça se passe pour de vrai quand on déploie. Moi aussi, mais bon, je pars à la retraite. Donc, plus sérieusement, à la fin de chaque chapitre, il y a aussi ce qu'il faut retenir. Et pour le chapitre 1, alors il y avait notamment le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle dans les organisations n'est pas le point d'aboutissement des processus d'innovation, mais un nouveau point de départ qui s'inscrit dans un processus d'apprentissage en continu, humain et machine. Ça veut dire qu'en fait, on est bien dans ce que vous décriviez d'un cercle permanent itératif où on progresse ensemble. Ouais, je pense qu'on est dans des logiques de reconfiguration perpétuelle du travail, et ce qui est assez nouveau en réalité. Et toute l'idée qu'on met derrière ça, c'est cette logique de dire, finalement, on part d'un besoin exprimé de l'entreprise, une recherche de performance, de réduction des erreurs, de réduction parfois aussi des risques psychosociaux avec des nouveaux équilibres dans le travail, venir soulager des tâches. Et en même temps, on essaye de trouver, si vous voulez, sur les deux cercles de la rationalité de l'entreprise et de la rationalité du travailleur, là où ça se chevauche. Et là où ça se chevauche, c'est sans doute là qu'il faut mettre l'accent. Et derrière ça, une fois qu'on a identifié ces points-là, eh ben on va commencer à mettre des choses en place. Et cette logique de co-construction, de faire au fur et à mesure, de ne pas se dire, et je trouve que c'est la première fois que j'entends formuler comme tel, de dire, nous on a une stratégie à 12-15 mois, parce qu'en vrai, au-delà, il y aura un nouvel outil, il va falloir reconfigurer, et donc ça ne sert à rien de se projeter sur 5 ans. Je pense que c'est une démarche qui est assez saine, de se dire on va être dans un dialogue social-technologique continu, on va être dans une logique de réadaptation du travail de manière continue, et c'est sans doute ça, la compétence en tout cas, ou les soft skills sur lesquels il faut accompagner les collaborateurs, c'est cette capacité à reconfigurer son travail et accepter la reconfiguration permanente. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, mais on entend aussi souvent parler d'intelligence augmentée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas centré sur l'outil en lui-même, mais sur le collaborateur dont la capacité ou la performance est augmentée par l'outil. En plaisantant, je disais tout à l'heure que la brouette est un outil qui augmente notre capacité physique. Là, l'IA augmente notre capacité cognitive, mais on est aussi dans cette idée d'améliorer cette performance et nos capacités. Alors, on pourrait avoir aussi une forme de pensée magique, pourrait laisser à penser que l'IA se substitue à l'activité humaine. On a vu déjà Michel a dressé un peu les grandes lignes d'études qui existent sur ce sujet-là. En un claquement de doigts, en fait, votre étude insiste au contraire sur le travail humain permanent que nécessite le déploiement et aussi la maintenance des systèmes d'intelligence artificielle. Quelles sont les différentes facettes de ce travail ? Moi, je vais vous donner un exemple très concret. On accompagne l'Institut national de l'audiovisuel justement dans cette stratégie de déploiement des systèmes d'IA. Ils ont pensé un système, il y a 33 millions d'heures de contenu qu'ils ont en archive. Il y a 7% qui sont décrites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un descriptif de qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc ils se sont dit,
ça semble tomber sous le coup du bon sens. On va mettre un système. Aujourd'hui, ça vous semble pas sorcier d'avoir un système qui va décrire ça de manière automatique. Ce qu'on ne prend pas en compte quand on fait ça, c'est quelle est la finalité de l'utilisation de ces bases de données. La réalité, c'est que c'est des gens de l'audiovisuel, des journalistes, des professionnels de la pub qui vont s'en servir pour créer des campagnes. Sauf que fouiller 33 millions d'heures, vous pouvez passer beaucoup de temps sur YouTube, vous n'en avez jamais fait le tour. Et donc, la connaissance du contenu de ces bases de données, elle était générée par le fait qu'il y avait des personnes humaines qui décrivaient ces fonds. Et donc, si on se dit, on substitue purement et simplement la description, en fait, on supprime le travail, mais on supprime aussi la capacité de l'INA à apporter une valeur ajoutée à ses parties prenantes. Et donc, quand on vient décaler comme ça des morceaux du travail, quand on vient substituer une action à une autre, vous avez des effets dominos et des effets papillons partout dans l'organisation qu'il faut venir adresser aussi. Et donc, tout l'intérêt, c'est de se dire à quel endroit, soit je suis en capacité de soulager le travail et d'améliorer les qualités du travail, à la fois la qualité du travail produit, le résultat, mais à la fois la qualité de l'emploi lui-même. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant, plus engageant, plus équilibré dans la partie de tâches cognitives, vous l'avez bien dit tout à l'heure, qui demande de la complexité de la résolution de problèmes, et en même temps des tâches qui sont protectrices dans le travail pour trouver ce juste équilibre. Alors si on passe au chapitre numéro 2, on n'a pas fait le tour du chapitre numéro 1 déjà, mais sur le chapitre numéro 2, vous parlez d'un conflit de rationalité entre des logiques gestionnaires et un travail ordinaire, travail réel. Quelle est l'idée clé de ce thème ? L'idée clé, mais elle n'est pas propre à l'intelligence artificielle. Par contre, elle s'applique particulièrement bien dans cette configuration-là. C'est de dire l'entreprise, son objectif, c'est d'être performante, de fournir un service de qualité, des produits, etc. Donc, parfois, et aussi d'éviter les risques psychosociaux, de gérer son organisation. Donc, il y a un objectif de performance. L'objectif, la rationalité du travailleur, sa manière d'appréhender la situation, ça va être de faire du bon travail, d'être engagé, d'avoir du sens dans ce qu'il fait, dans son utilité vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de l'organisation. Ça repose sur des dimensions assez fondamentales. La reconnaissance, l'autonomie, la relation à la surveillance du travail et à sa mesure, les relations interpersonnelles, etc. etc. Ces dimensions-là, si vous ne les confrontez pas et si vous n'exprimez pas les objectifs de ces deux rationalités au moment où vous concevez le cas d'usage, au moment où vous imaginez le déploiement d'un système, en réalité, vous n'avez qu'une échappatoire. C'est qu'il n'y aura pas d'articulation de ces objectifs. Parce qu'on va penser soit l'un, soit l'autre. Et donc vous vous retrouvez dans des situations qu'on va dire aliénantes. C'est le mot qu'on emploie souvent en sociologie du travail. Mais la question de l'aliénation, elle est assez fondamentale aussi pour l'organisation. Si vous avez des salariés qui ne sont pas contents de faire leur boulot, et j'en ai vu plein sur des systèmes, même pas d'IA, juste de digitalisation un peu mal pensée. Tout à l'heure, Yann Arnaud parlait de systèmes où on était en capacité de juste digitaliser et de faire le travail à un client. Vous avez la même chose dans le service public. Si vous digitalisez la mise à jour d'une pièce, d'un document, en réalité, le travail des gens qui était effectué avant de mise à jour, qui étaient des tâches simples mais valorisantes par rapport à un service rendu, vous les avez plus. Et donc du coup, on l'a vu notamment sur la CAF, les agents de la CAF, quand on a mis en place la mise à jour par le bénéficiaire de son RIB, l'augmentation du turnover des agents de la CAF dans les 6 mois après, elle était considérable. Parce qu'en réalité, ça faisait partie des équilibres dans le travail de gens qui disaient « Ah bah merci, grâce à vous, j'ai pu recevoir mes aides ». Et en fait, ils se retrouvaient avec des gens qui étaient en situation de mère solo, avec un enfant porteur de handicap, en phase de mutation professionnelle à l'autre bout de la France. Et bah, du coup, c'est des situations qui sont plus difficiles, voire insolubles parfois par l'agent. Et donc, vous mettez des collaborateurs non plus en situation de faire du bon travail, mais en échec. Et donc, cet enjeu de transformer ce conflit de rationalité, où parfois, il y a des objectifs un peu divergents, en compromis de rationalité, c'est-à-dire de prioriser les cas d'usage où les objectifs de l'un et de l'autre sont atteints. C'était ça l'idée, c'est de trouver cette ligne de crête. Et je pense que c'est assez intéressant quand on y arrive et très puissant. Oui, parce que ça relie à un des points de discussion qu'on avait juste avant lorsqu'on parlait d'intensification du travail. Certes, effectivement, c'est une réalité. La contrepartie derrière, c'est aussi la possibilité d'avoir une source de reconnaissance supérieure.
Mais la question, c'est à quel prix, sur quel équilibre à tenir pour arriver à ce résultat-là. L'autre point aussi qui me paraît important, et alors je le dis avec mes mots à moi, mais on parle d'intelligence artificielle. Souvent, alors on le comprend bien dans des métiers tels que danseurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont peu en chevauchement de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de la main. Donc on comprend bien ce que ça représente. Sur ce point, c'est un point intéressant parce que là-dessus, si on prend un point de vue plus international et notamment si on regarde l'Asie du Sud-Est, vous avez plein de gens qui suivent des groupes de K-pop qui n'existent pas et qui s'en fichent à peu près carrément que ce soit des vrais gens ou pas. Donc quand on dit le danseur n'est pas concerné, on voit que des musiciens qui performent normalement sur scène, mais c'est très intéressant parce que nous, on a un biais en France et puis de manière plus générale en Occident de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et ce qui est vrai a plus de valeur. Mais c'est pas le cas partout, et c'est pas dit que des plus jeunes générations aient les mêmes considérations que nous. Donc dans ce rapport aussi à ce qui est apporté par l'un ou par l'autre, c'est intéressant. Et j'irais même plus loin. Nous, on a travaillé avec un performeur dans le cadre de la résidence de la Villa Albertine. Je vous disais qu'on fait des trucs un petit peu originaux. Donc la Villa Albertine, c'est une résidence comme la Villa Médici à Rome et aux États-Unis, sur justement comment est-ce qu'on transfère le geste dans le numérique, le geste du danseur. Et en réalité, ça a plein d'intérêts et ça a plein d'usages. Et ce geste-là, il va être potentiellement, on parlait du geste du danseur dans la création, mais on voit de plus en plus que les robots, on considérait jusqu'à il y a peu de temps que la corporéité du geste, vous l'avez dit dans les 10 métiers qui sont protégés le plus, que la corporéité était le facteur protecteur le plus important. En réalité, vous voyez les derniers robots qui sortent, parce qu'on est capable de capter les gestes, de comprendre avec beaucoup de données un geste très précis et de le capter, on sait le reproduire aussi. Comprendre ou identifier, parce que c'est pas exactement la même chose. Ben, un peu les deux, ou en tout cas en saisir les déterminants et pouvoir le reproduire avec justesse. Oui, parce que la différence, c'est la capacité à créer. C'est-à-dire qu'un algorithme se situe forcément dans l'exploitation d'occurrences répétitives qu'il a pu repérer dans une base de données, mais il n'est pas en capacité de créer véritablement, au sens premier du terme, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Encore une fois, on en revient à la représentation qu'on a de la création. Est-ce que l'art, il y a des symphonies qui ont été créées sur la base d'une œuvre, etc. Est-ce qu'on considère que c'est pas de la création ou que c'est pas de l'art à partir du moment où il y a des gens qui l'apprécient? Il y a plein de chapelles. Moi, je ne me prononcerai pas sur mon avis sur la question, mais c'est pas si simple que ça. Et la définition qu'on a du terme créer, elle n'est pas si évidente. Alors là où je veux en venir, en fait, c'est qu'effectivement, c'est qu'est-ce qui est suffisant ou jusqu'où on porte cette exigence d'originalité, de créativité, de différence, de personnalisation. Et là, je ne perds pas de vue l'ensemble de nos métiers, et notamment ceux qui sont, alors notamment en charge de la relation client, où on dit que finalement, et ça a été un peu le tournant des années 2000 dans le secteur de l'assurance, où on est passé d'une activité très processuelle à une activité où on a beaucoup plus travaillé ou rechercher une meilleure intimité avec le client pour aller vers une plus grande personnalisation, et donc était aussi un moyen de le garder, et dans le même temps de donner plus d'intérêt au travail et plus de sources de reconnaissance au travail. Mais le client qui est pressé et qui a besoin de son attestation d'assurance, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, il n'a pas envie d'y passer 2 heures pour rediscuter le bout de gras avec son conseiller. Donc si un robot est capable de le faire, dans ce cas de figure-là, ce sera sans doute bien suffisant. Mais ça redéfinit effectivement un certain nombre d'équilibres. Oui, et puis je vais vous donner un exemple que vous avez peut-être vu sortir, mais vous avez maintenant des IA génératives, en tout cas des systèmes assez performants, qui, notamment dans la relation client, permettent de transformer ce qui est dit par le client, souvent pas forcément très content, pour l'adoucir pour le collaborateur. Donc, encore une fois, on en revient à c'est quoi la réalité. Vous vous faites insulter au téléphone et vous recevez le message suivant en live. Cher monsieur, je voudrais vous exprimer tout mon mécontentement. Enfin, je grossis un peu le trait, mais on en est là. Et donc, dans l'appréhension de la réalité et de à quoi servent ces outils et comment est-ce qu'ils viennent modifier les interactions humaines, même dans une logique de qualité, de service client, de positionnement, c'est très intéressant. Et peut-être dans moi les éléments que je voulais vous partager aujourd'hui, moi j'ai une conviction, c'est que il n'y a pas un métier, on a fait plein d'études pour plein de branches différentes sur c'est quoi les futurs métiers, etc.
moi, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas un métier de graphiste demain augmenté avec l'IA. Il n'y a pas un métier de documentaliste demain avec ça. Il n'y a pas un métier d'assureur demain. Et justement, c'est ça qui est particulièrement stimulant et intéressant. C'est qu'à chaque entreprise va incomber la nécessité de redéfinir comment est-ce qu'avec l'IA, ils veulent délivrer de la valeur à leurs clients. Et quand on regarde, et moi je trouve que c'est toujours un exemple très intéressant à suivre, la différence de stratégie entre Apple et Samsung. Tout le monde a dit pendant des années, Apple est en retard sur l'IA, ils n'en parlent pas, ils font rien, etc. En réalité, en l'espace du mois dernier, ils ont repris une avance, à mon avis, considérable sur justement comment est-ce qu'ils envisagent de rendre service à leurs clients avec ces systèmes-là. En parlant plus de la fonctionnalité que de la technologie elle-même. Mais c'est particulièrement intéressant et ça rebondit. Je fais un tout petit pont, une toute petite digression. Je ne veux pas me faire engueuler si on dépasse le temps, mais ça rejoint la question des ressources naturelles et de l'énergie qui est consommée. Apple a choisi de faire l'essentiel de son travail on-device et donc de ne pas faire des appels qui vont... Alors, ça évolue très vite. On a donné tout à l'heure l'équivalent d'une bouteille d'eau, etc. D'un point de vue énergétique, maintenant, on considère que c'est l'équivalent de 10 requêtes Google. Donc ça s'optimise quand même relativement vite. Là où il y a peu de temps, c'était beaucoup plus. Mais donc, cette logique de dire à chaque entreprise de développer sa bonne synthèse socioproductive entre l'homme et la machine, je pense que c'est le point le plus important. Merci. Alors c'est intéressant aussi de voir qu'on peut avoir des logiciels qui adoucissent les mœurs, un peu l'espèce de conseillers matrimoniaux de la relation client. C'est intéressant. On a déjà dépassé l'heure qui nous était impartie. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou à distance ? Oui, une question dans la salle. Parce qu'après, le buffet va refroidir pour ceux qui sont présents. Je reste encore un peu après. On ne va pas faire long, mais bonjour Monsieur Héa. Une question sur un sujet qui n'a pas été abordé aujourd'hui dans le cadre des IA génératives, c'est la problématique des hallucinations. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et pour Norbert, tout à l'heure, vous parliez de quelle vision de la reconnaissance supérieure. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir face à l'intensification du travail comme reconnaissance supérieure, et pas forcément du coup financière, mais de temps en temps, le salarié, il lui manque parfois cette notion de juste reconnaissance. Voilà. On peut commencer sur la première partie. Alors, sur la partie hallucination, moi je pense que le danger principal, c'est que comme vous avez des systèmes qui permettent de moyenner une performance, et donc y compris à un novice d'atteindre des résultats à peu près satisfaisants. Admettons qu'il atteigne 80% de niveau de satisfaction sur ce qu'il produit. La question, et c'est un des phénomènes qu'on décrit dans l'étude, c'est le phénomène de satisfaction, où on va se dire, bon, en vrai, c'est pas aussi bien, mais j'y ai passé 20 fois moins de temps. Si vous prenez le cas des concept artistes donc qui doivent décrire des univers visuels, par exemple dans le cinéma, un concept artiste professionnel, il met je sais pas, une douzaine d'heures à élaborer un concept avec son contexte, etc. Vous utilisez Midjourney, en 43 secondes, vous avez un résultat satisfaisant. Donc l'effet de satisfaction, il peut être important. Et pour moi, le risque, c'est que à force de se satisfaire d'un système, les gens qui sont aujourd'hui experts et en capacité de critiquer l'hallucination en question, etc., vous avez plein d'exemples d'avocats qui ont utilisé ChatGPT pour préparer une plaidoirie et qui n'ont cité que des faux arrêts, qui se sont fait radier du barreau. Vous en avez. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on est conscient de ces limites-là, qu'on est conscient qu'il faut challenger ce qui nous est fourni, et surtout comment, et ça j'ai vraiment des interrogations, comment dans le temps long, on ne se laisse pas avoir par les effets de satisfaction. Et donc comment, je discutais avec un monsieur du BCG qui me disait faudrait monter comme des salles de sport avec un abonnement, mais pour la créativité et l'esprit critique. Ce serait un bon modèle économique. Pourquoi pas ? Enfin, la question de comment est-ce que, en dehors de son processus de travail, on développe cet esprit critique et cette expertise, c'est la même chose pour les documentalistes que j'évoquais. Oui, on va décrire de manière automatique. Comment est-ce qu'on leur fait développer une connaissance des fonds ? Il y a une réponse à mettre en parallèle qui me semble intéressante. Merci. Et sur le sujet de la reconnaissance, ce que j'avais en idée sous-jacente, c'est que on trouve une source de satisfaction et donc du sens au travail, de l'intérêt au travail, et donc l'entretien de son engagement, de sa motivation dans le travail par la reconnaissance que l'on a de l'autre. On sait qu'on n'existe que par le regard de l'autre. Alors cet autre, soit il est au travers de son manager qui reconnaît que le process a été correctement appliqué,
ou directement de la part du client qui est content, qui est satisfait de la relation qu'il a eue avec vous, qui représentait l'entreprise auprès de qui il a souscrit un contrat d'assurance, qui rencontre un problème que vous avez su résoudre. Donc les sources de reconnaissance se sont ouvertes aussi avec finalement la fin des back-office et l'ouverture vers le front-office. C'est pas uniquement le manager qui est l'unique source de reconnaissance et donc de satisfaction au travail. C'est pas uniquement les pairs avec qui on échange et qui vont vous reconnaître comme quelqu'un qui est en maîtrise de son art dans la hiérarchie du métier. C'est aussi le bénéficiaire, le client, voire le bénéficiaire au sens large, le client ou la partie adverse, pour le compte de qui vous avez mis en œuvre un certain nombre de garanties ou d'actions qui vont vous permettre de trouver une source de satisfaction dans votre quotidien. C'est la multiplication finalement de ces sources de reconnaissance qui prennent un autre tour avec des organisations différentes et des outils différents mis en œuvre. Merci Emmanuel de ce témoignage. Merci.